Le Gabon, comme de nombreux pays de la sous-région et même dans le continent, font face à des menaces diverses. Et face à ces menaces, il y a lieu de prendre toutes les précautions, d'être vigilant en toutes circonstances. Le gouvernement s'y attelle, prend un certain nombre de mesures à cet effet-là. Parallèlement au gouvernement, il y a d'autres institutions qui inscrivent leur action dans la lutte ou dans la prévention de ces menaces-là. L'appareil judiciaire fait partie de ces institutions. Et vous savez qu'au Gabon, comme dans d'autres pays, il y a le principe de la séparation des pouvoirs entre la justice et l'exécutif. Le procureur de la République a fait cette déclaration que vous me partagez. Il a dit qu'il y a eu des preuves suffisamment convaincantes qui ont été retenues contre M. Ouyougou. Il faut laisser la justice faire son travail. Et bien sûr, sur le plan politique, nous ne pouvons ne pas être attentifs à l'évolution de la situation et prendre toutes les dispositions nécessaires pour lutter contre ces menaces, contre ces fléaux. Monsieur le Premier ministre, c'est toujours dans le même sens. L'opposition dénonce une vague d'arrestations qui vise ces militants, les dirigeants et les activistes. Pourquoi un tel durcissement du régime? Je voudrais d'abord rappeler que le gouvernement gabonais, comme tout autre gouvernement, a le devoir de protection des biens et des personnes vivant sur son territoire. Et cela est d'autant plus mis en relief lorsque le gouvernement fait face à des menaces de toutes sortes. Le contexte actuel amène le gouvernement à être très vigilant. Donc un certain nombre de mesures ont été prises qui peuvent être perçues comme restrictives des libertés. Mais ces mesures ne sont pas... ces mesures sont limitées dans le temps, elles ne sont pas ciblées, donc elles ne sont pas discriminatoires. Dans le cas d'espèce, il vous souviendra qu'il y a eu, de façon récurrente, des appels multiples à l'insurrection, au non-respect des institutions. Et ceux qui sont coupables, ou ceux qui sont impliqués dans ces appels à l'insurrection, ceux qui, de façon répétitive, ont tenté de pousser la population à aller dans la rue et dans une attitude de bravade vis-à-vis des institutions de l'État, ne peuvent que répondre de leurs actes devant la justice. Cela n'appelle pas de commentaires politiques. Nous laissons la justice faire son travail et le gouvernement fait le sien. Pourtant, vous n'avez pas interpellé Jean Ping qui a lancé ouvertement cet appel. Vous vous en prenez à des seconds couteaux. Vous parlez de la justice ou vous parlez du gouvernement? Gouvernement. Mais le gouvernement n'arrête pas les gens, c'est la justice qui fait son travail. Pourquoi la justice ne s'intéresse pas au cas Jean Ping? La justice s'intéresse à tout le monde, sur la base des indices qu'elle recueille. Et je ne peux pas commenter les faits et gestes de la justice. M. Ping a fait l'objet de plusieurs interpellations. Par moment, il a refusé d'obtempérer aux interpellations à la fois des forces de sécurité et de l'appareil judiciaire. Il sait bien ce qu'il en coûte. Et je préfère exprimer ma confiance dans la justice gabonaise et elle est suffisamment mûre, bien organisée pour pouvoir mener cette tâche à bien. Monsieur le ministre, je suis Jérôme Lefleury de l'agence Sorteur. Une question sur le plan économique. De 2009 à 2017, les différents budgets cumulés dépasseraient les 23 000 milliards de francs CFA. Pourtant, le tableau n'est pas reluisant. Entre chômage grandissant, environnement des affaires à redire, selon la CPG, dégringolade au classement Doing Business, une corruption qualifiée selon les Nations Unies de prépondérante. À quel niveau se situe finalement le mal et comment y remédier? D'abord, c'est une erreur d'avoir une lecture additionnelle des budgets de l'État durant une période donnée telle que vous venez de le faire. Il faudra préciser que le budget de l'État, quand il est annoncé dans la loi de finances, ce sont des prévisions. Il aurait été plus pertinent de présenter le taux d'exécution
du budget de l'État pour comparer ce niveau d'exécution et les réalisations qui sont faites autant au niveau social, économique et économique, culturel, et j'en passe. Tout ce qui touche les domaines de l'activité du gouvernement. Beaucoup d'efforts ont été déployés par l'État gabonais pendant la période que vous avez présentée et qui coïncide avec le premier mandat du président Ali Bongo Ondimba. Il faut être objectif pour reconnaître que des efforts ont été faits, notamment dans le secteur des infrastructures, dans le secteur de la protection sociale, dans le secteur de la santé publique avec la construction des unités, des centres hospitaliers modernes, et dans de nombreux secteurs, y compris dans le secteur économique, il y a des réformes importantes qui ont été menées et qui ont contribué à accélérer le processus de diversification de notre économie. Sur le plan social, il y a une meilleure prise en charge des Gabonais économiquement faibles. On ne peut pas occulter cette réalité-là. Et s'en tenir à certains rapports qui, sans doute, sont nourris par des informations erronées, ne me paraît pas être juste. Il y a une situation qu'il ne faut pas éluder non plus. La crise économique actuelle met à rude épreuve les options qui ont été retenues par le président de la République et son gouvernement. La crise économique actuelle met à rude épreuve les résultats que nous avons enregistrés durant le premier septennat. Nous avons pris bonne note de cette situation. Il faut sortir de cette situation-là. Et ce qui compte, tout en retenant bien sûr les leçons que nous tirons du bilan qui est positif, le bilan du premier mandat, ce qu'il faut retenir, c'est que les leçons vont nous permettre de mieux accompagner le développement du pays durant ce second mandat du chef de l'État, en tenant compte de ce qui est nécessaire à être corrigé et ce qui est nécessaire à être consolidé. Donc, prétendre que de 2009 à 2016 ou 2017, il y a eu tant d'argent qui ont été pris en compte dans les budgets de l'État et dire que parallèlement les résultats ne sont pas positifs ne me paraît pas être une bonne manière de présenter les choses. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Gabon traverse en ce moment une situation économique extrêmement difficile. J'ai le sentiment que beaucoup de gens dans notre pays n'ont pas conscience de la gravité de la situation. Et pour sortir de cette situation-là, il y a des efforts à faire. Il y a des sacrifices à faire. Le gouvernement s'est inscrit dans cette voie-là. Nous avons besoin, bien sûr, de l'adhésion de l'ensemble de la classe politique, de l'adhésion de la population. Et c'est ensemble que nous pourrions sortir à des brèves échéances de cette situation en ayant des résultats qui permettront de satisfaire globalement les attentes légitimes des populations. Donc, à ce jour, quelle est la situation exacte de l'économie gabonaise? Mais je viens de vous dire. De quelle situation vous voulez encore que je parle? Il y a la banqueroute, d'autres parlent de la mise sous tutelle par la FMI. Non. Vous savez, la crise économique a amené le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, à proposer, à adopter un plan de relance de l'économie. Ce plan de relance de l'économie a des objectifs bien clairs. Le premier, c'est de ramener le taux de croissance au terme de la période retenue pour la mise en œuvre du plan de relance de l'économie, qui est de 2017, 2018, 2019, ramener le taux de croissance au terme de cette période à 5%, ce qui était le niveau de croissance entre 2012 et 2013. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de créer un certain nombre d'emplois, plus de 30 000 emplois pendant cette période-là. Le troisième objectif, c'est de réduire le déficit budgétaire. Et tous ces objectifs doivent concourir naturellement à créer de la croissance, à créer de la richesse, qui doit être mieux redistribuée pour permettre aux Gabonais de tirer avantage de l'activité économique de leur pays. Et les objectifs du plan de relance économique concourent à ce but. Et naturellement, ce plan de relance de l'économie a été apprécié positivement par les institutions financières internationales, le FMI, la Banque mondiale, l'AFD et d'autres. Et je suis très étonné de voir que,
alors que ces institutions internationales qui font autorité dans le domaine de l'appréciation de l'économie mondiale donnent une appréciation positive des efforts qui sont faits du plan de relance de l'économie, vous présentez le tableau économique gabonais dans une perspective très sombre. Les difficultés sont là, elles ne sont pas insurmontables. Le Gabon a un potentiel énorme, a des atouts à faire valoir pour sortir de cette situation. Et c'est ensemble que nous devons œuvrer pour sortir de cette situation. Le gouvernement, à travers le plan de relance de l'économie, va naturellement tout mettre en œuvre pour sortir de cette situation. Monsieur le Premier ministre, deux petites questions de ma part. Le Parlement européen va à nouveau examiner une motion sur le Gabon. Deux principaux points sortent de cette motion. Il demande que vous réouvrez un dialogue inclusif et il demande aussi à la communauté internationale, notamment à l'ONU, de faire des enquêtes sur les violences post-électorales. Pour vous qui dirigez l'administration gabonaise, c'est important que cet œil des députés européens continue à être vigilant sur le Gabon, ou c'est de l'ingérence? Je voudrais tout d'abord dire que le Gabon est un État souverain. Et nous tenons à faire respecter notre souveraineté. Cela ne veut pas dire que nous n'allons pas tenir compte du point de vue de nos partenaires. Et l'Union européenne est un partenaire essentiel. Il se trouve que depuis l'année dernière, le Gabon s'est inscrit dans une démarche politique visant à apaiser le climat politique et social. C'est le sens des assises qui se sont tenues en Gaudier, c'est le sens du dialogue politique qui a été convoqué par le chef de l'État et qui a permis la participation d'un nombre important d'acteurs politiques. Plus de 50 partis politiques reconnus ont pris part à cette rencontre-là. Il était bon que les Gabonais se retrouvent pour discuter du présent et de l'avenir de leur pays. Les conclusions de ce dialogue apportent ou comportent une plus-value démocratique inestimable. Elles portent sur de nombreux sujets. D'abord la réforme des institutions, la réforme du système électoral, l'amélioration naturellement du fonctionnement des organes chargés de gestion des élections. Je parle de la CENAP qui est transformée au centre, qui va être transformée et devenir le centre gabonais des élections. L'élément essentiel qui est pris en compte dans cette transformation, c'est la participation paritaire de l'opposition et de la majorité dans cet organe. Je parle également de la restructuration de la Cour constitutionnelle. Il y a le scrutin à 2 tours, contrairement à ce qui s'est fait aujourd'hui. Et un autre élément essentiel, c'est la non-fixation de l'âge plancher en ce qui concerne les élections, l'âge plancher autre que celui de la majorité politique qui est de 18 ans. Voyez-vous, toutes ces conclusions-là et d'autres encore vont concourir à renforcer les conditions de transparence dans nos élections. Et tout ceci a été fait grâce à la participation de l'ensemble de la classe politique qui a bien voulu répondre à l'appel du chef de l'État. Il se trouve qu'en marge de cela, il existe bien sûr d'autres personnalités politiques, d'autres partis politiques qui ont préféré faire le choix de la radicalisation. Ils ne sont pas venus au dialogue, mais on peut dire que pour ce qui est de la participation, le nombre d'acteurs politiques, le nombre de partis politiques qui ont pris part au dialogue peut nous amener à relativiser un peu le nombre de ceux qui ont été absents. Mais la porte n'est pas fermée. Le président l'a dit, le jour de la clôture solennelle du dialogue, il est donné aux partis, aux hommes politiques qui n'ont pas pris part au dialogue, la possibilité d'adhérer aux actes qui ont sanctionné les travaux. Et tout ceci, c'est pour vous dire que nous avons pris suffisamment de temps pour enclencher une démarche participative, pour mener parallèlement aux efforts qui sont déployés pour améliorer la situation économique, ce qui est une exigence, ce qui est une contrainte urgente pour le gouvernement gabonais vis-à-vis des populations. Mais parallèlement à ces efforts-là, nous avons pris du temps pour créer les conditions d'apaisement de la situation politique et sociale. Et
je salue les partis politiques, les acteurs politiques qui se sont inscrits dans cette démarche-là. Je ne pense pas que nous puissions encore perdre 1 année, 2 années à créer les conditions d'un nouveau dialogue, quand bien même cette initiative pourrait être inspirée par nos partenaires tels que l'Union européenne, tels que ce que vous venez de dire. Nous ne pouvons pas perdre de vue que la situation économique actuelle oblige le gouvernement à être attentif aux préoccupations des Gabonais, et c'est dans le domaine économique que nous devons mettre l'accent. C'est dans le domaine économique qu'il nous faut rapidement obtenir des résultats probants pour satisfaire les Gabonais. Je pense que l'Union européenne s'inscrit plutôt dans une démarche constructive, et ensemble nous pouvons faire en sorte que de nouvelles situations incontrôlées viennent troubler le processus en cours. Nous allons, dans les étapes à venir, voir comment les actes qui ont sanctionné le dialogue vont être transmis aux 2 chambres du Parlement pour susciter sur ces actes-là un débat parlementaire permettant aux représentants du peuple d'apporter leur contribution, leur adhésion à ces décisions fortes, ces conclusions fortes qui vont certainement contribuer à l'amélioration du système institutionnel de notre pays. Je voudrais dire que les députés de l'Union européenne ont, dans le cadre de l'accord de Cotonou, bien sûr, des prérogatives qui rentrent bien sûr dans le sens de l'amélioration du partenariat ou des relations entre l'Union européenne et les pays ACP. Le Gabon fait partie de ces pays-là. Les parlementaires de l'Union européenne peuvent avoir leur vue, ce qui compte pour le Gabon, bien sûr, tout en faisant valoir sa souveraineté. Ce qui compte pour le Gabon, c'est d'engager et de toujours développer un partenariat équitable, une coopération gagnant-gagnant avec l'Union européenne, et le gouvernement que je conduis s'efforce de rester dans cette logique. J'ai une dernière question, Monsieur le Premier ministre. La haute représentante du Gabon aux Nations Unies à Genève a rencontré il y a quelques jours le comité de l'ONU sur les disparitions forcées. D'aucuns disent ici à Libreville qu'une mission de ce comité doit venir au Gabon sous peu. Alors j'ai deux toutes petites questions. Est-ce que, vous confirmez qu'une mission doit venir à Libreville du comité de disparition forcée de l'ONU? Et 2, comment réagissez-vous au fait qu'avec une telle instance de l'ONU s'intéresse au Gabon aujourd'hui? Vous savez, 9 mois après les élections. Les institutions des Nations Unies ont un fonctionnement très complexe qui échappe souvent à la compréhension du citoyen lambda. Le Gabon a été examiné, la situation au Gabon a été examinée il y a quelques jours par le comité des Nations Unies sur les disparitions forcées, et de l'ambassadeur du Gabon, tel que vous venez de dire, a été commise par le gouvernement pour défendre un peu les positions du Gabon au cours de cet exercice-là. Il faut attendre que le rapport soit finalisé. Vous savez, la presse, elle est active, elle est dans les couloirs des Nations Unies, elle recueille des informations de droite à gauche, et malheureusement, trop souvent les distille avant même que les décisions officielles soient prises. Dans le cas d'espèce, il faut attendre que le rapport soit finalisé, que le rapport soit transmis aux États membres, que le Gabon prenne connaissance de ce rapport-là pour voir si le comité va évidemment envoyer une mission ici, si une autre décision ne sera pas prise. Donc, je préfère attendre que le processus aille à son terme pour pouvoir me prononcer et vous dire ce que le Gabon pourra faire. Monsieur le Premier ministre, donc, en conclusion de ma précédente question, donc, au nom de la souveraineté nationale, le Gabon ou le gouvernement que vous dirigez ne souhaite pas l'ouverture d'un nouveau dialogue sous l'impulsion de l'Union européenne, sous la demande de l'Union européenne, et ne souhaite pas aussi une enquête des Nations Unies sur ce que votre opposition appelle les massacres post-électoraux. Écoutez, le président de la République a eu une position très claire. Le dialogue politique était ouvert à toute la classe politique. Il y a eu même une phase citoyenne.
pendant toute la phase préparatoire, nous n'avons de cesse fait appel aux acteurs politiques qui se sont malheureusement inscrits dans la radicalisation. Au terme du dialogue, le chef de l'État l'a dit, il est possible aux autres acteurs politiques n'ayant pas pris part au dialogue d'adhérer aux conclusions du dialogue. Je viens de vous dire que les conclusions du dialogue politique comportent une plus-value démocratique inestimable. Ça a été reconnu par l'ensemble de la communauté internationale. Les Nations Unies ont donné une appréciation positive de la teneur de ces conclusions-là. Je ne vois pas vraiment l'opportunité d'organiser d'autres assises similaires à celles qui se sont tenues à Ngondje, au motif qu'il y a 5 ou 6 personnes, 2 ou 3 partis politiques qui n'avaient pas pris part à ces assises-là, seraient prêts, seraient plus motivés, suite à une démarche de l'Union européenne, plus motivés aujourd'hui à discuter avec le gouvernement et avec le chef de l'État. Nous pensons que le temps politique est fini. Il y a des décisions qui ont été prises. Il faut les adopter, il faut les appliquer. Le gouvernement va le faire. Il faut aujourd'hui donner plus de temps aux efforts qui sont développés en vue de redresser l'économie du pays, de recréer la richesse afin de mieux la distribuer au bénéfice des Gabonais. Et concernant l'enquête, nous-mêmes, nous avons pris soin au niveau national, d'abord le gouvernement, puis la classe politique qui a pris part au dialogue s'est associée à cette initiative-là. Nous avons pris l'initiative de mettre en place une commission nationale qui va mener des enquêtes sur les violences post-électorales. Cette commission nationale va regrouper en son sein à la fois des responsables politiques de la majorité et ceux de l'opposition. En dehors, naturellement, des acteurs, des officiels de la justice, des ONG, donc la société civile. Et cette commission nationale, c'est la décision que nous avons prise au terme du dialogue, va se mettre à travailler et on n'a pas besoin d'avoir parallèlement à cet effort national une initiative venant de la communauté internationale sous forme d'une enquête internationale menée par les Nations Unies, fut-elle. Nous avons évoqué ce sujet naturellement avec les acteurs de la société internationale à Genève, à New York. Nous avons évoqué ce sujet avec la mission de la CPI qui est venue ici à Libreville. Et je ne pense pas qu'il y ait suffisamment d'éléments pour corroborer une telle initiative. Dans tous les cas, l'effort national qui est développé en vue de mettre en place une structure qui va mener des enquêtes sur cette situation-là, sur ces violences les conséquences des violences post-électorales, me semble être suffisant pour amener les Gabonais à résoudre ces questions-là. Et dans cette perspective, je voudrais vous le dire, bien sûr, la justice va faire son travail. Il faut laisser la justice faire son travail. Les décisions que la justice prendra vont être respectées, mais le chef de l'État gabonais, le président Ali Bongo Ondimba, nous a demandé d'envisager une loi d'amnistie qui traitera au cas par cas certaines situations engageant des personnes qui se seraient rendues coupables de ces violences-là pendant cette période. Est-ce que ça veut dire, juste pour conclure, que le comité sur les disparitions forcées, si d'aventure il décide d'envoyer une mission, comme vous venez de le dire, vous les refuseriez leur entrée au Gabon? Le Gabon est membre des États-Unis, des Nations Unies. Évidemment. Et nous coopérons en toutes circonstances avec les institutions des Nations Unies. Merci.